Chers amis auditeurs, bonsoir. Je vous accueille cette semaine. Nous allons faire ce 43e volet de Fréquence Orage d'Acier sur une figure, une figure de la littérature japonaise qui a souvent la faveur de nos amis et camarades depuis de très nombreuses années dans ce qu'il est convenu d'appeler le milieu. J'entends citer son nom, à la fois par des gens qui sont sincèrement des passionnés de Yukio Mishima, mais parfois aussi par des gens qui se font un peu un snobisme de feindre, d'aimer sa littérature, d'aimer son personnage. Parce qu'il est vrai que Mishima aura autant été un auteur qu'un personnage fulgurant. Il a fait de sa vie et surtout de sa mort une œuvre. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et pour parler de cette importante figure de la littérature japonaise et de la littérature mondiale, en fait, on peut dire pour le XXe siècle, j'ai invité ce soir mon adjoint, mon acolyte habituel, Xavier Javel, bonsoir. Bonsoir. Pour une émission donc un peu spéciale, puisque nous allons vous proposer une lecture de Yukio Mishima, une lecture très subjective. Moi, c'est un auteur que j'ai peu fréquenté, je n'ai lu de lui que 2 ou 3 livres, je pense là au Pavillon d'Or. J'ai dû lire de lui aussi une ou deux de ses œuvres antérieures, mais on va aborder tout ça. Cet homme se fait appeler Yukio Mishima. On le surnomme le Cocteau japonais. Un anticonformiste dans un bain de conformisme. Un écrivain avec une caméra, un cinéaste avec une plume. Il traite avec bonheur tous les genres, nouvelles, romans, théâtre, essais. Quelques titres connus en Occident. Le Pavillon d'Or, Confession d'un masque, Après le banquet. Son film Yukoku, où le patriotisme vient de faire sensation au dernier festival de Tours. Mishima, qui êtes-vous donc? Je suis un écrivain japonais très sérieux. Je n'aime pas la littérature. C'est un peu comme un Don Juan qui n'aime pas les femmes. Mishima, vous avez conscience de ce que vous êtes et de ce que vous représentez pour la jeunesse japonaise. Il y a un mythe Mishima, comme il y a eu en France un mythe Cocteau. L'on raconte sur vous les pires extravagances et de vous, l'on croit tout possible. Mishima, vous vivez ici dans un cadre bourgeois. Est-ce que vous êtes un bourgeois? Il n'existe pas bourgeoisie au Japon. Il y a 3 classes dans notre société. Les descendants de samouraïs, les descendants de paysans, les descendants des marchands. Moi, je suis la fois le descendant de samouraïs et descendant de paysans. Je travaillais comme un paysan, mais je garde la morale de samouraï. Xavier, après ce petit bobino sonore, j'aimerais qu'on aborde les aspects biographiques de Mishima afin de pouvoir resituer cet important auteur pour les plus jeunes de nos auditeurs et pour les ignorants tels que moi. Tout à fait, surtout que la biographie de Mishima est extrêmement importante dans son œuvre. C'est vraiment un artiste où on ne peut pas séparer de sa vie son œuvre. Il y a d'autres artistes, on peut le faire, je prends l'exemple de Cocteau qui est assez proche, je dirais poétiquement de lui. Il a fait de sa vie une œuvre, donc il a même écrit sa vie dans le roman Confession d'un masque, qui est, il me semble, son premier roman. Et justement, il nous raconte son enfance. Donc au départ, c'était un jeune homme, j'ai envie de dire, totalement névrosé. Il a été éduqué par une grand-mère assez spéciale, qu'il gardait pour lui, qui l'emmenait dans des occupations qui n'étaient pas du tout de son âge, qui ne le laissait pas aller avec d'autres enfants, qui le laissait uniquement aller avec des filles. Il n'avait pas le droit de s'amuser dehors. Enfin, après, sa grand-mère se faisant beaucoup trop vieille, il a dû aller chez ses parents. Là, il était choqué par un mode de vie totalement différent, beaucoup plus moderne. Son père était assez tourné vers l'Europe. Ça lui a permis de découvrir notamment l'art européen. Ses premières expériences sexuelles sont avec des œuvres d'art européennes, notamment les tableaux de Saint-Sébastien. Oui, je sais qu'il il se masturbait sur des gravures de Gustave Doré, de Jeanne d'Arc aussi. Tout à fait, et sur le tableau justement de Saint-Sébastien de la Renaissance, qu'on considère d'ailleurs aujourd'hui comme une espèce un peu d'égérie homosexuelle, ce tableau. Oui, bien sûr, c'est une iconographie homosexuelle, mais ça date pas d'hier, hein. C'est une iconographie homosexuelle du fait de la transpersion des chairs, du fait aussi de la nudité souvent de Saint-Sébastien qui est attachée sur son pilastre. Il y a une importante place de cette blessure narcissique que constitue l'homosexualité dans la vie de Mishima, qui a une sexualité évidemment ambiguë. On sait qu'il a eu des femmes,
mais il était très certainement principalement homosexuel, même si on lui a connu officiellement des compagnes dans la presse people de l'époque, encore qu'il ne s'en cache pas dans sa littérature. D'ailleurs, il a même été marié à une femme qui a failli être l'épouse de l'empereur du Japon, donc il y a quand même quelque chose d'assez amusant. Il y a justement cette découverte de cette sexualité, qui trouve la virilité extrêmement excitante, la sueur du travail, les ouvriers, les militaires qui défilent. Il ressent des plaisirs presque sexuels là-dedans, il le décrit et il se sent déjà très jeune. Il dit « je ne suis pas comme tout le monde, il y a un problème, il y a un truc qui cloche ». Il le découvrira plus tard, on le sait très bien, il affichera publiquement son homosexualité, ce qui d'ailleurs dérangera le milieu conservateur, puisque c'était le meilleur défenseur du milieu conservateur japonais, tout en étant à l'opposé d'un mode de vie japonais. Je veux dire, il vivait dans une maison occidentale. Sinon, il est rentré par la petite porte de la littérature, c'est intéressant, il n'a pas fait des études de littérature, il a fait des études de droit. Mais il s'est passé quelque chose, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qui arrive au Japon, cette grande destruction culturelle du Japon. Certains même parlent de génocide culturel japonais. Oui, de toute façon, il y a eu des événements importants qui sont évidemment les 2 bombes de Nagasaki et d'Hiroshima. Il y a ensuite l'exigence de MacArthur que l'empereur du Japon renonce à sa filiation céleste. Enfin, l'empereur du Japon, le monarque traditionnel du Japon, qui est également un dieu, enfin un demi-dieu, perdait sa qualité divine, perdait sa qualité d'autocrate de droit divin, d'une certaine façon. Il perdait aussi tout droit politique au gouvernement, même si la monarchie a été conservée pour la forme. Tout cela, évidemment, d'une certaine façon, était le signe de la fin du Japon traditionnel, parce que Mishima était bien sûr le meilleur héros du conservatisme japonais, mais plus que cela, il était probablement l'incarnation d'une aspiration à un retour à la tradition japonaise, à la fois sur l'éthique samouraï, une certaine vision aussi des relations du Japon avec l'extérieur, en particulier avec les États-Unis. On en parlera en deuxième partie d'émission. Mais très certainement, oui, Mishima a dû indisposer ces messieurs bien sur eux par ses comportements, voilà, ses mœurs d'abord homosexuelles, et aussi par un comportement à la fois très occidental et aussi hors des clous, une forme de pré-punk, on pourrait dire, Xavier Javel. Tout à fait, il était déjà même totalement américanisé, ce qui est d'ailleurs totalement étonnant pour un type qui dénonçait justement l'emprise de l'Amérique sur le Japon. Je rappelle que ça l'est toujours, mais ça l'était encore plus à l'époque. Le Japon est totalement occupé militairement par les Américains. Donc il ressent, lui qui est un universitaire, lui qui est dans le monde de la littérature, lui qui d'ailleurs même au moment de la guerre, et ça il l'explique dans son livre, regrette de ne pas avoir été engagé dans l'armée, de ne pas être mort en tant que kamikaze par exemple. Il trouve d'ailleurs la mort de kamikaze comme extrêmement belle. Il écrit des nouvelles justement sur les kamikazes qui vont mourir au combat. Donc il y a cette adoration du guerrier qui meurt, et ça va vraiment marquer sa vie, sa mort même. Il va mourir comme ça, il va se donner la mort comme un samouraï. Ça n'avait pas été fait depuis le Japon féodal. On reviendra à ça, on reviendra notamment à sa mort, qui est la fin de son œuvre, qui est l'accomplissement de son œuvre, de même que les dernières chansons de Bowie sont l'accomplissement de Bowie. Enfin, je me permets cette petite parenthèse sur Bowie parce que c'est Bowie qui a notamment permis de faire revivre un peu Mishima. Il a même fait une œuvre plastique, une installation à la gloire de Mishima. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire ce parallèle, parce que il le mérite, et il y a certains artistes comme ça qui ont essayé de faire revivre Mishima malgré son côté qui est devenu totalement inacceptable depuis son suicide et depuis sa tentative de coup d'État dont on parlera juste après. Une des raisons qui nous a poussé à faire cette émission cette semaine avec un peu de retard, désolé chers amis auditeurs, on aurait pu la programmer la semaine dernière pour être tout à fait en concordance avec les dates, c'est bien sûr l'anniversaire de ce seppuku, de cette cérémonie qu'on appelle vulgairement en Occident harakiri, c'est-à-dire ventre ouvert, mais qui porte le nom traditionnel de seppuku, que Mishima a exécuté le 25 novembre 1970. Et c'est évidemment à l'occasion de cet anniversaire que nous avons eu l'idée de faire une émission finalement d'hommage à Mishima, d'inspiration aussi, parce que je crois que dans ce personnage fantasque à bien des égards, hors norme, comme l'était la Beat Generation dont on a parlé précédemment à ce micro, Mishima lui aussi à sa façon est un maître de vertu. Il peut nous inciter à contempler les vertus héroïques sous un œil neuf, parce que justement il les a mis en œuvre dans sa vie et jusque dans sa mort. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire cette émission. Nous voulons parler de ce qu'il y avait de solaire dans cette figure à la fois humaine et littéraire. Xavier Javel.
Oui, et c'est une figure qu'il a mis toute sa vie à construire. Et on le voit avec l'évolution de son œuvre. Très jeune, il est ultra progressiste. Et plus ça avance, plus ça se durcit réellement. À un moment, il publie même une pièce de théâtre qui est Hitler, mon ami. Enfin, c'est quelque chose dans ce genre-là. Et ça choque. Tout d'abord, on dit, mais non, c'est une pièce antifasciste. Et peu à peu, on découvre que Mishima, il tend vers quelque chose quand même plutôt à droite. Donc on commence à avoir des doutes. Finalement, la pièce, on n'entend plus parler aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, elle avait très bien marché au Japon. Comme la plupart de ses pièces, d'ailleurs, il était très polyvalent. Il a fait du cinéma. Il a fait de l'écriture, ça on le sait très bien, de la poésie. Il a tourné même dans des blockbusters, vraiment dans des films de merde japonais où aurait pu jouer n'importe quel acteur qu'on aurait pu oublier. Donc il est vraiment parti de cet homme-là. À un moment il s'est dit, et ça on le voit très bien dans un de ses livres, c'est Le Soleil et l'acier, c'est ce changement qui veut inspirer aussi physiquement. C'est-à-dire qu'il commence à faire de la musculation, il commence à faire des arts martiaux. Et ça lui vient d'un voyage en Grèce, où justement il découvre l'hellénisme, l'olympisme, même pour aller plus haut. Et ça l'inspire, et il se dit, très bien, je vais prendre ces inspirations européennes aussi, parce que c'est vraiment un admirateur de l'Europe, pas de l'Occident, mais de l'Europe. D'ailleurs, un grand admirateur de la langue française, qui a d'ailleurs rencontré Cocteau, et qu'ils avaient beaucoup de points communs sur ce qu'ils appelaient la transcendance de la poésie. Ils se considéraient tous les deux comme poètes, mais il y avait justement ce lien. Oui, par la littérature. Oui. Ce sont des personnages, d'ailleurs, qui, dans la scène, on va dire, hussarde française, pour faire très vite, dans cette jeunesse de la droite littéraire parisienne, que malheureusement je suis contraint de fréquenter un peu malgré moi, souvent, ce sont les mêmes noms qui reviennent, Nimier, Blondin, et puis il y a aussi un peu, je dirais, aux abords de cet environnement, les noms de Cocteau et évidemment de Mishima qui reviennent. Je me souviens en particulier d'un de mes vieux camarades qui a été l'auteur d'une importante biographie de Maurras, Stéphane Giocanti, que je fréquentais à l'époque dans des organisations de jeunesse extra-parlementaires, qui était un passionné de Mishima et qui, je dirais, lui, à sa façon aussi, témoignait de cette fascination pour ce romancier qui n'est pas très original à droite en France, en fait. Qui n'est pas très original. Alors, c'est un point dont je voudrais dégager un peu Mishima par ce propos, parce que je crois que Mishima mérite d'être relu à frais neufs, en se débarrassant finalement de ce snobisme qui redouble sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment il y a de très belles images de Mishima tenant un sabre musculeux. Ça produit une espèce de mythologie de bas de gamme pour fafouner en mal d'iconographie. Je crois que Mishima mérite un peu mieux que ça, et j'espère que ce sera aussi le résultat de cette émission, Xavier Javel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces gens-là ont l'habitude vraiment de m'horripiler, de descendre vraiment à un grand écrivain qui, en réalité, n'était pas politique vraiment. Il a fait vraiment tout ça pour l'art. S'il s'est tué, c'est pour la beauté du Japon. Il est allé à la politique par l'art, parce que le Japon, c'était beau, toute sa vie a été faite pour la beauté. D'ailleurs, il disait, je ne veux pas mourir vieux, parce que je perdrais ma beauté, je perdrais mon corps. C'est aussi l'une des raisons qui l'ont poussé à se tuer vers la quarantaine. Puisqu'il disait, on ne peut pas dépasser la quarantaine, après ça, on est périmé en quelque sorte. D'ailleurs, il y a aussi un petit côté société de consommation assez sale derrière, mais bon, on sait il avait un côté très progressiste. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est très intéressante et qui montre bien qu'il était autre chose que, oh là là, c'est un gros facho, il sort un sabre. Non. Il y avait eu une espèce de mai 68 japonais, donc des étudiants gauchistes. Oui, on peut même dire, puisqu'on parle de Mishima, on peut parler brièvement de l'armée rouge japonaise, ça existait, c'était l'équivalent de la fraction armée rouge allemande, mais au Japon. D'ailleurs, on remarque que les formes les plus virulentes de gauchisme armé se sont produites dans les 3 pays de l'Axe, Italie, Allemagne et Japon. Et en effet, il y a eu une agitation universitaire importante. Il y a même un film pas trop mal sur l'armée rouge japonaise, qui mérite d'être vu. Il y a eu une agitation, et Mishima forcément a été sensible à cette agitation gauchiste dans les universités, mais qui prenait en fait un virage aussi nationaliste, parce que la protestation, c'était aussi la revendication du départ des bases américaines du Japon, en particulier d'Okinawa. Tout à fait, c'était la politique US Go Home en quelque sorte, qui est tout à fait acceptable. Donc, justement, Mishima est plus ou moins invité, c'est-à-dire il n'est pas le bienvenu pour les gens, mais certains cadres de certains mouvements l'ont quand même invité pour parler. Donc il va s'adresser aux étudiants. La police lui dit, n'y allez pas, on ne pourra pas vous protéger. Il dit, j'y vais quand même. Il y va et il dit,
On est d'accord sur tout, sauf sur une chose. Moi, j'ai un joker, et il s'appelle l'empereur. Et là, il s'est fait huer, il s'est fait jeter, hein, mais vraiment sale. Hein. Il était d'accord avec eux sur les mœurs totalement. Il voulait vivre à l'occidental, il vivait, il y avait des chaises, il y avait la télé chez lui, il aurait pu vivre sur des tatamis, etc. Non, il a choisi de vivre à l'occidental dans un lit à l'européenne, avec des draps de soie. Écoutez, moi j'ai une admiration pour le mode de vie japonais, parce que les Japonais ont un goût très sûr pour la décoration, ils font tout avec grand soin, y compris d'ailleurs l'aménagement des maisons, le mobilier, même quand ils vous font un plateau repas, tout ça est préparé et emballé avec le plus grand soin. Évidemment, le mode de vie japonais fascine beaucoup d'Occidentaux. Donc il y a une puissance du mode de vie japonais, une fascination même sur les mentalités occidentales, enfin sur certains esprits occidentaux. Il n'en demeure pas moins qu'il me semble qu'il y a une supériorité de la culture européenne, de la culture occidentale, entendue dans ce sens le plus banal, c'est-à-dire justement l'usage des chaises, des tables, des couverts. Et je crois que Mishima, en adoptant ces modes de vie, d'une certaine façon, rend hommage à ce mode de vie qui lui aussi a son charme, qui lui aussi a sa perfection, qui n'a pas cette perfection formelle de la culture japonaise, psychorigide. Non, même, oui, je dirais simplement ce perfectionnisme, en tout cas des formes, qui vraiment est le sceau du savoir-faire japonais. En revanche, sans être dans ce jusqu'au-boutisme formel, dans la culture occidentale, qui justement laisse une grande liberté à l'individu, à la personne humaine, il y a une forme de supériorité, je dirais, englobante, y compris de la perfection de la culture japonaise. Et pour moi, c'est un signe intéressant qu'un homme comme Mishima, même s'il a grandi dans une maison évidemment ouverte aux influences occidentales, sans parler de progressisme, je parlerai plutôt, pour prendre ici les catégories qui ont cours dans l'histoire de la pensée russe, plutôt l'occidentalisme. Là, c'est qu'on voit que son père était ouvert aux influences de l'Occident, alors que lui-même, justement, qui a grandi sur ce terreau-là, finalement les rejette dans ce qu'elles ont de négatif pour le Japon, dans ce qu'elles ont de nuisible à l'identité, à la tradition japonaise, mais qu'il conserve finalement ce qu'il y a de plus enrichissant, de plus épanouissant, comme par exemple, c'est bête à dire, l'usage de la chaise, de couverts occidentaux. Alors oui, après il y a aussi son côté, justement comme je disais, blockbuster américain, il a quand même participé à l'installation de l'Hollywood japonais, qui est quand même pas la meilleure création de l'époque, bien qu'il y a eu de très très bons cinéastes japonais. Kurosawa est un cinéaste de très très grande qualité que j'admire énormément. Mais c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que Mishima essaye d'équiper, de participer à la construction finalement d'une riposte japonaise venue de l'intérieur, et que pour riposter il faut être à armes égales. Je pense que c'était son sentiment, raison probablement pour laquelle il a contribué à ce que les films de grand public soient au moins faits au Japon avec des acteurs japonais plutôt que des purs produits d'importation, parce qu'à l'époque il faut imaginer que le Japon est vraiment un État sous tutelle. Oui, c'est presque une colonie de l'Amérique, ouvertement. Les Américains s'y promènent tranquillement. Il le décrit dans quelques livres, mais il avait quand même une sorte de défaitisme de départ. C'est-à-dire, il se disait, on a déjà perdu, le Japon est perdu, et on le voit dans ses livres, mais l'évolution est vraiment flagrante. Hein. Petit à petit, ça part vraiment du livre qui décrit je me masturbe en étant ganse, et à la fin, c'est je fais harakiri déguisé en espèce de fasciste japonais. Et même son film Patriotisme, qui est un court-métrage plutôt, qui est très très beau et qui m'a justement d'ailleurs rappelé les films de Cocteau, notamment le dernier film de Cocteau, Le Testament d'Orphée. Il y a vraiment un lien entre les deux. Il y a quand même un lien à justement cette transcendance de la poésie qu'on trouve chez les deux, où justement ils arrivent à sortir de la poésie de son cadre papier et à le mettre à l'écran. Et ce qui, pour moi, justement, fait que ces deux artistes sont vraiment de très très grands artistes. C'est qu'ils ont réussi à dépasser les cadres primaires sur lesquels ils étaient basés. À la base, c'est un juriste, Mishima, donc il écrit de façon quand même assez rigide. En plus, le japonais n'est pas une langue qui permet de... On peut pas faire du Balzac facilement, ni du Proust. D'ailleurs, il a aussi une très grande admiration pour Proust, c'est assez amusant, mais c'est justement très difficile de faire de la dentelle. Mais malgré tout, il trouve d'autres formes d'art et d'expression pour aller justement vers cette dentelle. Il s'allie même avec d'autres artistes. On pense notamment à Kawabata, qui a été en quelque sorte son maître à penser, à qui d'ailleurs il a refusé le prix Nobel en faveur de Kawabata. Il a dit je ne prendrai pas le prix Nobel, je veux que ce soit mon maître qui l'ait, en sachant qu'il n'y aurait pas à nouveau un japonais qui aurait le prix Nobel de son vivant.
Oui, ça c'est extraordinaire d'humilité. Ça me fait penser, encore qu'il l'ait accepté, à un personnage de la littérature comme Albert Camus. Je vois des vertus tout à fait différentes dans les deux, mais à l'égard de ces distinctions, on pourrait dire mondialistes, il y a chez Camus finalement l'acceptation du prix pour délivrer une leçon d'humanisme authentique lors de son allocution pour la réception du prix Nobel. De la même manière, le refus de Mishima, là aussi, est une leçon d'humilité dans un autre style, dans un style en rupture finalement, un peu à la manière dont, dont Julien Gracq va refuser le prix Goncourt. Refuser le prix Goncourt, finalement, pour se porter au secours de la littérature dès ce qu'il en reste. Et Mishima, en faisant cet acte, finalement, a garanti la pérennité et la notoriété peut-être du plus grand auteur de l'époque, en tout cas c'était le plus grand auteur vivant du temps de Mishima. Et là, on voit en lui, justement, l'élève, cette vertu tout à fait japonaise qu'on apprend dans les arts martiaux, cette posture de l'élève qui s'incline devant le maître et s'efface, parce que comme le disait justement Albert Camus, un homme ça s'empêche, ça s'empêche, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la retenue pour devenir un homme, et c'est dans cette retenue, dans cette pudeur typiquement japonaise et typiquement martiale qu'on voit le véritable Mishima à l'œuvre. Oui, c'est la figure du sensei, qui est une figure extrêmement traditionnelle, qu'il a admirablement bien respectée. Et c'est là qu'on remarque que Mishima est quand même plus profond que « oh là là, je suis un méchant facho ». On voit qu'il y a quand même une réflexion de tout ce qu'il fait. Quand il pose dans des photos comme ça, il y a une réflexion derrière. C'est où, justement, on montre le corps, on montre la force, on montre la virilité. Justement, c'est intéressant dans un Japon qui, aujourd'hui, c'est, on va le dire, vraiment totalement dévirilisé. Oui, une chose est sûre, c'est que dans ces photos qui, encore une fois, malheureusement, ces derniers jours, peuplent les réseaux asociaux et sont finalement assez galvaudés, un peu à la manière de l'image du Che Guevara, si vous voulez, dans d'autres secteurs militants. Il n'en demeure pas moins que le travail graphique que Mishima a voulu faire, d'abord sur son propre corps et sur les travaux photographiques qui en résultent, d'une certaine façon, sont des rendez-vous pris pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il a donné rendez-vous à la jeunesse du monde à venir, du monde qui était encore en gestation à ce moment-là, pour envoyer un message. Alors là, ça me fait penser à un autre auteur, c'est à George Orwell, qui lui, justement, dans 84, prenant la plume de Winston Smith, écrit ces lignes à l'avenir, justement, à un lecteur éventuel. Et je crois qu'il y a quelque chose de ça dans le travail de Mishima, c'est qu'il sait que l'avenir est fort clos en 1970 quand il va commettre son suicide, son seppuku, mais tout n'est pas mort parce qu'il sait que tout peut recommencer, que tout peut être refait à neuf, à la condition bien sûr de s'inspirer de principes pérennes, de principes éternels, qui prendront des formes nouvelles. Lui justement était très conscient, on en parlait tout à l'heure Xavier, du caractère fugace, passager des formes, des pratiques, mais le plus important, me semble-t-il, c'est qu'il savait qu'il y a des principes qui, eux, ne passent pas, des principes qui demeurent. Je crois que c'était ça le message envoyé par le biais de ses photos, de ce court-métrage, de ses, comment on pourrait dire, de ses performances presque, et de la dernière, justement, ce suicide mis en scène en 1970. Et tout à fait, il a écrit sa vie, il a pris sa vie en main comme on écrit un livre. Shame. Avant la musique, Shame. le Hall of Shame. 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 Les conférences de Dextra à Paris se tiennent toujours au Molière dans le 5e arrondissement. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les réseaux sociaux Facebook, également sur le blog oragedacier.info. Les prochaines conférences, donc ce sera le 9 décembre, une conférence par Chinois sur la surveillance. Et la semaine d'après, semaine du 16 décembre, Thierry M, les réceptions françaises de la Révolution conservatrice allemande. Alors cette semaine, je voudrais remercier tout particulièrement deux donateurs très généreux qui nous ont chacun donné 50 €. Thomas, d'une part, qui nous envoie ce message de Londres. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vraiment assister à une émission, mais le but est avant tout de vous soutenir que vous produisez du contenu de très bonne qualité, qui ne bénéficie pas d'une exposition suffisante à mon goût. Continuez comme ça, Thomas. Thomas, merci beaucoup. Vraiment, ce don me va droit au cœur. Je vous rappelle que pour 50 €,
vous avez le droit, en contrepartie, de participer à l'enregistrement d'une émission, soit au micro si vous vous sentez de participer activement à l'émission, bien sûr. Vous pouvez également nous proposer, bien sûr, le sujet de cette émission-là. Et puis, si vous ne vous sentez pas de passer au micro parce que vous êtes un peu timide ou vous avez le trac, vous pouvez assister à cet enregistrement et passer une soirée avec l'équipe. On essaiera de faire un moment de convivialité pour ceux qui feront ces dons très généreux. Donc, l'Estef, lui aussi, nous a fait un don de 50 €. Je le remercie très chaleureusement. Il nous remercie lui aussi. Il nous dit « Félicitations pour cette émission de très grande qualité qui apporte une grille de lecture très riche. » Merci encore l'Estef. Donc je vous enverrai un mail pour voir quand est-ce qu'on peut organiser cet enregistrement. Vous remerciez aussi tous les autres donateurs, les autres tipeurs. David qui nous envoie 24 € en contrepartie d'un t-shirt et qui nous dit « Longue vie à vous, messieurs. Si vous n'aviez pas fait un t-shirt, je l'aurais fait moi-même pour porter les couleurs. » Merci David. Saratov qui nous a fait un don de 2 €, sans message. Natel qui nous envoie 2 € et qui nous demande de communiquer le message suivant. Bon courage à cette merveilleuse petite radio et à ses animateurs. Petite dédicace à mon avis Daniel Conversano qui en aura décomplexé plus d'un vis-à-vis des positions qui sont globalement les nôtres. Voilà, merci à vous Natel. Vous venez de parler de Daniel Conversano. Je rappelle que prochainement nous ferons une émission sur les Social Justice Warriors et les trolls du net. En particulier sur Pépé la grenouille et tous ses compagnons. Et à cette occasion, évidemment, ce sera l'occasion de parler de Daniel Conversano. Je remercie également Beau Bluff qui nous a fait lui aussi un don de 24 € contre t-shirt et qui nous envoie un message d'encouragement. Le Putois qui nous envoie 10 € mais qui ne nous a pas communiqué de message. Donc merci à vous, Le Putois. Voilà pour cette semaine. Également Poiroman qui nous a fait un don de 5 €. Merci Poiroman. Et qui nous dit « Celui qui parle de l'avenir est un coquin, c'est de l'actuel qui compte. » Voilà, donc merci à vous tous tipeurs. N'oubliez pas de nous commenter, de nous partager sur les réseaux sociaux et encore une fois de tiper sur Tipeee pour prévoir le budget de réalisation d'une surprise qu'on vous réserve pour cette année en couleur et en vidéo. N'oubliez pas que pour chaque don, il y a une contrepartie. Pour 1 €, vous serez membre du Hall of Shame de la prochaine émission. Votre nom ou pseudo sera cité à l'antenne. Puis vos dédicaces seront lues en début d'émission ou avant la pause. Si vous donnez 2 €, vous pouvez également nous demander de publier une annonce ou un message. Enfin, vous pouvez aussi commander des t-shirts, toujours sur le Tipeee. Pour le montant de 24 €, vous aurez un t-shirt à tirage limité aux couleurs de la radio. Che ho in testa, devo recuperare il tempo già perso e rinforzare questa mia scorza, perché sarò più forte conoscendo la brezza dell'est, perché sarò completo solo con l'acciaio intorno a me. Lo spirito cresce quando il mio corpo si espande, ma ancora piano piano andrò ai giardini della mia città e ti passerò fra i capelli questa mano che nessun'altra avrà. E poi ancora notte fonda racconterò le storie che già sai e ti parlerò di sole e acciaio, la verità che adesso tu vivrai, che adesso vivrai. L'altra notte non ho preso sonno, per l'impazienza e voglia di riscatto. La mattina seguente ho preso quota, salendo in cielo con un F-104, perché solo dall'alto vedrai più chiara tutta la verità. Il serpente che mangia la coda, anima e corpo nella dualità. Lo spirito cresce quando il mio corpo si espande, ma ancora piano piano andrò ai giardini della mia città e ti passerò fra i capelli questa mano che nessun'altra avrà. E poi ancora notte fonda racconterò le storie che già sai e ti parlerò di sole e acciaio, la verità che adesso tu vivrai, che adesso vivrai.
ma ancora piano piano andrò ai giardini della mia città e ti passerò fra i capelli questa mano che nessun'altra avrà. E poi ancora notte fonda racconterò le storie che già sai e ti parlerò di sole e acciaio, la verità che adesso tu vivrai, che adesso vivrai. Après ce très beau morceau de Skoll, Soleil et Acier, je reprends mes échanges avec vous, Xavier Javel. Je voudrais signaler à nos auditeurs un blog qui s'appelle le front de la contresubversion.oeffort.com, front de la contresubversion.oeffort.com. Vous retrouverez là un très bel article dont l'auteur ne s'est pas signalé, sur justement la mort de Mishima, sur son suicide, avec différentes vidéos, différentes photographies aussi, qui illustrent bien cette émission. Et vous aurez remarqué qu'on fait de la radio en noir et blanc, donc vous pouvez vous reporter à ce bel article pour en savoir un peu plus, pour approfondir cette émission. Nous allons aborder maintenant, je dirais, le pinacle, le clou de l'œuvre et de la vie de Yukio Mishima, qui a été son suicide par seppuku, ce rituel traditionnel des samouraïs du Japon féodal, par lequel le samouraï s'éventre avec son sabre qu'il porte toujours, avec son tanto. Avec le tanto qui est toujours porté avec le grand sabre, et qui finalement ne sert qu'à cela. Encore que un grand samouraï de l'histoire du Bushido, Miyamoto Musashi, a d'une certaine façon violé les règles, puisqu'il s'est servi lors d'un combat seul contre de très nombreux opposants, dans des rizières. Il a inventé une technique nouvelle de combat, justement, avec le tanto, mais qui normalement est réservé à cet usage unique de la mort du samouraï, la mort auto-infligée. Xavier Javel. Donc oui, d'ailleurs il arrive donc habillé dans une façon presque dictatoriale. Il dit lui-même, on ne sait pas si c'est vrai, que son habit a été fait par le tailleur de Gaulle. Donc il arrive avec ce costume, il arrive avec ce qu'il considère comme étant ses 2 meilleurs soldats, ou 3, avec quelques-uns de ses meilleurs soldats, qui ne sont pas ses meilleurs physiquement, mais qui sont ses élèves intellectuellement et artistiquement. D'ailleurs, il choisit au dernier moment, il leur dit « Vous ne mourrez pas, vous devez rester en vie ». Parce que ces gens-là, après, ont continué justement à faire vivre la mémoire de Mishima. Parce qu'ils ne préparaient pas une mort, ni un coup d'état. Ils préparaient la fin de son œuvre, ils préparaient la fin du spectacle. Donc c'est ce qu'il fait, il se prépare le matin, il envoie ses derniers manuscrits chez son éditeur, il n'y a personne à la maison, il prend la voiture, ils vont au QG général de l'armée, ils entrent parce que c'est Yukio Mishima, donc c'est un grand écrivain, il a un poste dans l'armée puisqu'il a sa petite milice. Oui, il est connu des milieux militaires où il a plutôt un accueil favorable, même si cette opération d'appel finalement aux soldats, c'est ça, ce sera une œuvre finalement assez barésienne, d'appel aux soldats, va échouer du fait que au Japon, finalement, il n'y a plus que Yukio Mishima et ses sectateurs qui croient en un avenir japonais pour le Japon, en un avenir impérial pour l'Empire, et en un avenir asiatique pour ce Japon qui est maintenant réduit à l'état, vous le disiez tout à l'heure, Xavier, de colonie américaine. Tout à fait. Et donc c'est dans cette optique que le matin, il y va, et il va au départ dans l'optique en s'expliquant « Je vais juste montrer un sabre que j'ai acheté, un katana qui est magnifique, qui date du 15e ou du 16e. » Donc il va voir le général, donc le général en chef de ce QG de l'armée. Oui, c'est le général en chef des forces d'autodéfense du Japon qui n'a plus le droit à une armée à proprement parler, mais qui n'a plus que des forces d'autodéfense, conformément à l'accord passé avec MacArthur en 1945. Et conformément aux traités ingrats, comme on pourrait les appeler. Donc il va voir ce général, il lui présente son sabre, tout se passe bien, il lui présente ses hommes en disant « Voilà quelques hommes de ma milice, je voulais vous les présenter. » Il discute calmement, et tout d'un coup, c'est parti. Il fait un signe, on attache le général, on le ligote.
On prépare les sabres, on prépare tout. Le bureau est barricadé, les gens viennent autour. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est tout ce boucan? Mishima explique: je veux m'adresser à l'armée, au peuple, que les gens viennent devant le balcon et je vais leur parler. Donc ils disent très bien, hein, vous avez le général en otage, on n'a pas le choix. Donc c'est ce qui se passe. Pendant ce temps, entre-temps, il y a quand même quelques essais des militaires de rentrer, mais qui sont repoussés par les armes, par Mishima. Et ces hommes qui attaquent au sabre, hein, quand même, ils attaquent pas avec des armes à feu, ils attaquent au sabre. Donc finalement, ils acceptent les conditions de Mishima. La place est remplie de militaires, on appelle quelques journalistes. Mishima sort sur le balcon. Il fait une harangue à la foule des militaires devant lui, vont témoigner d'une certaine forme d'indifférence à ce discours de résurrection du Japon traditionnel. Et pas seulement, parce qu'il va se passer autre chose. Les journalistes vont venir avec un hélicoptère. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a de très belles photos. Sauf que du coup, personne n'entend ce que Mishima crie. On n'entend pas, les gens ne savent pas ce qu'il dit. Ils voient qu'il parle, ils comprennent pas, ils comprennent que le général est retenu, donc ils commencent à huer Mishima. À ce moment-là, Mishima retourne et dit c'est bon, voilà, on le fait. Il savait qu'il gagnerait pas, il savait qu'avec 3 hommes, on prend pas un QG de l'armée. Il l'avait prévu depuis le départ. Et là, ça y est, il a la raison de le faire. Un samouraï ne se suicide pas pour le plaisir ou comme ça. Donc il lui fallait une raison. Il a échoué son coup d'état. Donc il va se donner la mort. Le général le supplie, lui dit mais s'il vous plaît. Il demande qu'on bâillonne le général. Il s'installe, il enlève son haut. Il prend le tanto. Il demande à son second de prendre ce fameux justement katana du 15e ou 16e siècle et de dire, selon la tradition, une fois que je me serai ouvert le ventre, tu devras me couper la tête pour abréger mes souffrances. Oui, traditionnellement, lorsqu'on procède à un seppuku, un assistant vient porter le coup de grâce avec un sabre, un acier japonais traditionnel, tandis que le tanto sert, comme on l'a dit, à l'éviscération, l'auto-éviscération du samouraï. Est-ce que les photos que l'on voit sont des photos authentiques ou est-ce que ce sont des photos extraites de son film Patriotisme ? Ce sont des photos extrêmes de son film Patriotisme et de ses photos d'art. Ce ne sont pas des vraies photos. Il n'y avait pas de photographe à ce moment-là et je pense que c'était pas aussi le moment de prendre une photo. Parce que apparemment, en plus, au moment justement où il s'ouvre le ventre, la personne qui devait justement lui couper la tête n'a pas pu, sa main tremblait. Donc c'est l'un de ses autres seconds qui a dû lui couper la tête un peu trop tard. Donc apparemment, il y a eu quelques hurlements de douleur. Et donc ça y est, Yukio Mishima était mort. Mais il était mort en laissant quelque chose, cette bombe au Japon. Mais vraiment, des seppuku, il n'y en avait pas eu depuis mais très longtemps. Donc c'était vraiment une bombe culturelle, politique et médiatique qu'il avait laissée. Oui, c'est à la fois très subversif, c'est de la nitroglycérine, c'est très certainement, et en même temps c'est aussi un héritage. Il leur laisse la charge de poursuivre la mission là où il a dû l'abandonner, de restaurer le Japon. Depuis lors, je crois que des signes de renaissance d'un Japon plus conforme à sa vocation, plus en conformité avec sa tradition, nous arrivent d'Orient. Par exemple, l'augmentation régulière des budgets militaires, tel ou tel signal en rapport avec la repentance japonaise qui est attendue encore des Chinois et des alliés, hein, des pays alliés. Certaines reconnaissances aussi des crimes occidentaux contre les Japonais. Je pense là en particulier au voyage d'Obama au Japon. Est-ce que vous voyez des signes justement de cette résurrection peut-être à venir d'un Japon plus traditionnel ? Et il y en a ouvertement, ne serait-ce qu'au niveau des élites, puisqu'il y a quand même des ministres qui se sont rendus sur les tombes de généraux qui avaient dit « il faut massacrer les Chinois à coups de pelle, on va pas gâcher des balles pour eux ». Donc, c'est assez terrible, mais oui, il y a un changement. Bon, il y a le Japon qu'on connaît, il y a le Japon manga, jeux vidéo, mais je crois que là-bas, s'il y a une révolution, ne serait-ce qu'au moins ou intellectuelle, elle se fera pas par la base, elle se fait par le haut. Alors, il y a une chose intéressante au Japon, je le sais par une de mes cousines qui a longtemps vécu à Kyoto, c'est les rassemblements des partis de droite radicale au Japon se font sur des grands camions sonorisés, avec un peu justement sur la tradition des Japonais de porter des bandeaux avec des messages politiques écrits dessus, dans une tradition un petit peu qui a des petits relents d'ailleurs de samouraïs. Et même de kamikazes. C'était les kamikazes qui avaient ça aussi. Absolument, et elle me disait qu'il y avait une très grande indifférence de la population à l'égard des messages qui semblaient complètement échevelés en fait. Quand on regardait, quand elle entendait ces discours très très nationalistes, très très virulents, et l'apathie
des populations alentours et leur indifférence relative montraient justement une espèce de coupure des patriotes les plus exaltés du Japon, organisés en des dizaines et peut-être même des centaines de groupuscules d'ailleurs, qui peinent à s'entendre, qui peinent à se faire entendre au niveau national et encore plus au niveau international, avec une très grande césure justement avec les populations civiles, et je dirais presque un désespoir de ce côté-là, de voir cet héritage de Mishima assumé et poursuivi de façon rationnelle, constructive. Et pourtant, Mishima a laissé comme des petits cailloux blancs sur le chemin pour que la jeunesse du Japon retrouve le chemin de la maison, le chemin de l'empereur, le chemin d'elle-même. Xavier Javel, vous allez avoir le mot de conclusion. Je voudrais remercier une fois encore les personnes qui commentent, les personnes qui nous ont typé cette semaine, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous diffusent, ceux qui nous partagent sur les réseaux sociaux. Je vous demande encore une fois de contribuer cette semaine par vos commentaires, par vos partages, par vos tips que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Je remercie également nos camarades de Méridien Zéro, de Radio Méridien Zéro qui nous rebloquent toutes les semaines. Notre camarade de Québec Liberata de son grand-père qui était un kamikaze, qui s'est battu et qui à la fin en est fier. Kamikaze qui veut dire en japonais vent divin. Alors, bon vent.